elle est la première ministre la plus piètre que je n'ai jamais connue. Je ne sais pas si vous avez souvenance d'un premier ministre qui a fait pire qu'elle. Elle a souffert dans son incapacité à coordonner les actions gouvernementales. Il y a autant d'éléments qui démontrent à suffisance que le gouvernement n'était pas coordonné. Chaque ministre était un électron libre. Il posait des actions à sa guise, à sa volonté. Pour preuve, il y a certains d'entre eux qui ont été présentés devant le juge. C'est justement parce qu'il y a eu un problème de coordination. Mais quel est le rôle d'un premier ministre ou d'une première ministre? N'est-ce pas de coordonner? Elle n'a pas su coordonner. Mais elle sera quand même reconduite. Voilà. Pas parce qu'elle a été compétente, mais parce qu'elle a été docile. Cela sous-entend que le fait seulement qu'elle va être reconduite, il y aura des frustrations au sein de sa famille politique. Parce que ceux qui ne voulaient pas d'elle auront un discours. Et nous qui vous avions dit en son temps que cette dame n'a pas été choisie pour être Premier ministre, mais pour faire de la figuration, vous nous donnez raison. Prenons l'hypothèse que Félix Tshisekedi, dans sa nature spécialisée en erreur, arrivait à nommer un monsieur comme Adolphe Mouzitou, ministre du budget. Pensez-vous que M. Mouzitou va faire allégeance à ces dames, qui du reste n'a pas la maîtrise ni de l'économie, ni de quoi que ce soit? Supposons qu'aujourd'hui, on laissait Bemba au transport. Supposons qu'aujourd'hui, on arrivait à avoir Délice et Sang en justice. Supposons qu'aujourd'hui, on donnait par exemple l'économie à Fayoulou. Parce que ce sont là vos leaders à vous, de l'opposition. Pensez-vous vraiment que cette dame arrivera à coordonner? Parce qu'elle a coordonné qui? Le Constant Moutamba. Elle a été incapable. Le problème n'est pas seulement en termes de qualité. Parce que si vous donnez à un piètre arbitre, entraîneur de bons joueurs, ne pensez pas que c'est lui qui va faire le système de jeu. Et pourtant, c'est lui qui doit être le coach. L'individualité aussi compte. C'est elle qui devait être le maestro. C'est elle qui devait donner le ton. Elle ne se connaît pas en musique. Elle ne sait jouer aucun instrument. Naturellement, il y aura de la cacophonie. C'est ce que nous avons vécu pendant plus d'une année. Mais elle a été reconduite tout de même. Parce que justement, elle aussi, elle a été mal choisie. On ne l'a pas choisie parce qu'elle avait des aptitudes. Non. On l'a choisie parce qu'elle avait des relations avec la famille Tshisekedi. Le fait seulement qu'il y a déjà un problème de choix. Félix Tshisekedi, un mauvais choix. Soumino, Maman Soumino, un mauvais choix. Liaou de l'administration, mauvais choix. Jean-Pierre Bemba, mauvais. Bref, il n'y a que de mauvais choix. Et ce cumul-là de mauvais choix, c'est ce qui justifie les résultats que vous avez aujourd'hui. Le système de transport désarticulé. Aucune entreprise redressée. Aucune. Défense, on donne à un infirmier. Aucune action d'envergure n'a été menée. Parce qu'elle a des relations avec la famille. C'est la famille qui décide. À supposer que, soumis à la première ministre, il y a Fayoulou, il y a Mouzitou. N'est-ce pas, on aura des résultats? Quels résultats? Pour sauver la patrie, non? Non, mais on aura peut-être à renforcer la communication à la télé, à la radio, parce qu'en ce moment-là, Prince Epeng va passer dans toutes les chaînes pour justifier le pourquoi ils sont là. Mais après, il y aura quoi? Rien du tout. Chers amis, soyons sérieux. Si vous ne savez même pas accoupler deux espèces, ne cherchez pas à avoir la reproduction. C'est ce qu'il y a. Notre pays a un problème. Nous avons les Congolais de mauvaise qualité qui ont vendu leurs âmes auprès d'un monsieur incompétent. Tout celui qui va les rejoindre va déstabiliser de notre côté. Moi, je ne veux pas travailler avec un monsieur comme Félix Tshisekedi. Soyons sérieux.
le jour où le Congo aura des hommes sérieux, cette dame, bien qu'elle n'a pas participé de manière directe, devait en réalité être arrêtée. Est-ce qu'elle aurait fait quoi, d'après vous? Ce que vous appelez accord, ce sont des actes de haute trahison. Peut-être aujourd'hui, les gens sont dans l'euphorie du pouvoir. Les gens n'arrivent pas à pénétrer le dit accord, n'arrivent pas à cerner les enjeux. Nous venons de mettre notre pays sous tutelle. Et les gens pensent que c'est un accord. Non, c'est un accord très dangereux. Ce que je voudrais nous dire aujourd'hui, il n'y a pas eu d'avancée sur le plan de défense. L'État n'a pas été en mesure de prendre en charge les opérations militaires. L'État avait les mains liées parce que nous avons signé des accords de cessez-le-feu qui n'avaient aucun sens. Et aujourd'hui, nous sentons que l'ennemi est en train de gagner de l'espace. Nous avons perdu autant de nos hommes qui étaient déployés, autant de civils. Les villes sont tombées. Et si nous sommes allés pour signer ces accords, parce que nous avons été défaillants, nous n'avons pas su gérer la question de la défense. Nous avons échoué sur le plan opérationnel. Voilà pourquoi nous sommes rabattus dans cette approche inutile et sociéticide. Nous avons signé des accords en position de faiblesse. Voilà pourquoi on nous fait aujourd'hui du chantage. On nous fait signer des accords justement parce que nous avons des Congolais de mauvaise qualité. Si nous avons été bien représentés, on n'allait pas signer cet accord. Chers amis, il y a des questions pour lesquelles nous devons être intransigeants. Par exemple, la question liée à notre souveraineté. On ne va pas nous obliger d'intégrer le Rwanda dans notre chaîne de valeur. Nous ne sommes pas obligés de coopérer économiquement avec le Rwanda. On exploite chez nous. On transforme au Rwanda. On veut nous faire croire que pour que nous soyons en paix, nous devons partager nos dividendes ou nos ressources avec le Rwanda pour être en paix. Ah non! C'est qu'il n'a pas défendu la nation. Il n'a pas signé des accords pour protéger les intérêts et la dignité de la population congolaise. Il ne voyait que ses intérêts. Et ne soyez pas surpris, comme je vous l'avais dit un jour ici, que Nanga revienne dans cette ville. Il sera accueilli en Chipoy. Parce que vous négociez en position de faiblesse. Toutes ces vies qui ont été fauchées sont perdues pour rien. Et ils n'ont même pas droit à la justice. Ce qui est surprenant, le fait seulement que l'essentiel de vos dirigeants ont des faux diplômes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont été fabriqués dans le bureautique. Ils se sont conçus, confectionnés de faux diplômes. Ils ne connaissent pas le rôle que doit jouer l'enseignant. Et la conséquence aujourd'hui, on est en train de banaliser les examens d'État. Et dans ce contexte-là, il y a la corruption. Les enfants ont appris à corrompre dès le bas âge. Ils vont corrompre. Il y a le système de suivi, le système de branchement. Ils ont des questions à l'avance. Oui. Ils sont préparés par rapport à ça. Ils appellent ça les fuites. Donc, à la fin, on aura des gens comme des automates qui ne seront pas des hommes de qualité. Et ce sont ces hommes de qualité qui seront appelés demain à nous prendre en charge le jour où nous serons dans les hôpitaux. Moi, je pense que nous devons nous ressaisir. Parce que si nous voulons une société de qualité, on doit avoir un système de valeurs qui doit orienter nos actions. Et je constate aujourd'hui les examens d'État ne nous disent absolument rien. Il y a de ces enfants, il y a des déperditions scolaires et on ne sait même pas orienter ces enfants. À la fin, ils peuvent avoir des pourcentages faramineux, mais à la fin, on va se rendre compte qu'on n'a pas donné la qualité. Lorsque un enfant se présente devant son examinateur pour faire l'examen d'État, il y a une norme. Il y a une norme qui doit être édictée. Parce que l'enfant ne peut pas être mal habillé, d'autant plus que ça a une incidence même sur le processus d'enseignement-apprentissage. Vous ne pouvez pas être mal vêtu et être devant l'enseignant. Parce que généralement, les enseignants sont des modèles, ce sont des référentiels. Voilà pourquoi vous trouvez nos aïeux ou nos parents,
quand ils allaient à l'école, ils voulaient être comme l'enseignant. Ils devaient être de modèles. C'est vrai, à un certain moment, les enseignants portaient des culottes. Mais avec l'évolution, ils se mettaient en pantalon. Il doit toujours être élégant, propre. Mais aujourd'hui, on semble négliger cet aspect des choses. Qui sont les influenceurs de nos enfants? Ah, ça, c'est notre... Ça, c'est la télé. C'est la télé qui influe. Les enfants n'ont plus comme modèle les enseignants, parce que les enseignants eux-mêmes vivent dans la précarité. Ce sont les conséquences du dysfonctionnement du système d'enseignement. Ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus de références. Ils préfèrent s'habiller en Fali, en Kofi, parce qu'ils n'ont que comme modèle. Qui va accepter d'être comme un enseignant aujourd'hui? Les enseignants sont incapables même de s'acheter des cravates, de belles chemises. Ils vont toujours dans les friperies parce qu'ils ne sont pas capables d'acheter des chemises. Ça influe sur l'éducation. La qualité des bâtiments où on passe l'enseignement, ça influe. Le voisinage. L'essentiel de nos écoles sont entourées par des terrasses. Ça influe. Nos enfants ne dorment pas assez. Parce qu'ils passent plus le temps à la télé et il y a toujours des boucans qui viennent de voisins parce que toutes nos avenues sont entourées par des terrasses. Ça influe sur l'éducation. Mais à la fin, qu'allons-nous apporter à ces enfants? Parce qu'apparemment, moi quand j'arrive à jauger les niveaux de l'éducation de notre pays... Donc c'est l'avenir de la nation qui est en danger. En danger. Parce que les gens ne savent pas mesurer la portée. Vous savez, l'ignorance coûtera plus à la République que la connaissance. Exactement. Un peuple ignorant est plus dangereux et plus coûteux que les systèmes d'enseignement. Vaut mieux soutenir les enseignants, vaut mieux leur permettre d'avoir le moyen nécessaire pour former des hommes de qualité que de laisser les gens dans l'ignorance. Parce qu'un ignorant est une source d'insécurité. Attention, ceux qui ont tendance à négliger l'éducation sont en train d'hypothéquer notre avenir. Parce que ce sont ces enfants qui seront demain des médecins. Ce sont ces enfants qui seront demain des ingénieurs. Ce sont ces enfants qui seront demain des avocats. Je connais la peine d'un monsieur qui a été mal formé et qui a conduit à la mort mon enfant. Attention, on a tendance à négliger l'éducation. Ça a une incidence sur la qualité de vie et sur notre avenir. Attention! Arrêtons de faire du sensationnel, c'est un domaine très sensible. Parce que les pédagogues sont là pour modeler l'homme. Vaut mieux être ignorant qu'être mal formé. Attention! Si vous voulez que je fasse un débat, appelez Félix Tshisekedi. Ah, au moins. Un peu de retenue, Chabolo. Ah, lui ne peut pas faire un débat avec moi. Non. Et pourquoi pas? Bon début de semaine à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. C'est un honneur, un plaisir pour nous de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press. Pour les amoureux, bien évidemment, de cette émission. Vous le savez, ici, l'objectif, ou encore l'idéal, c'est de vous parler République, c'est de vous parler Nation. Eh bien, nous allons évoquer les questions en rapport avec la RDC. Aujourd'hui, sur le plan scolaire, eh bien, les épreuves des examens d'État. Ça prendra 4 jours comme la tradition exige, bien évidemment. Eh bien, il y a des constats. C'est vrai, Madame la ministre était dans la partie est de Kinshasa, à Tchangou, à Massina précisément, où elle a lancé les Go. C'était à l'école Don Bosco, voilà. Mais certains parents déplorent l'accoutrement des finalistes, hein, les enfants, les jeunes filles surtout. Si vous regardez la manière dont elles se sont présentées, leur coiffure, sincèrement, il y a de quoi se poser des questions, alors que l'autre fois, ce n'était pas ça. L'autre fois, il y avait des exigences, il y avait des principes qui étaient respectés, mais hélas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons constaté ce matin. Bon, voyons voir comment ça va se passer. Une manière pour nous de vous dire que nous allons émettre un point de vue par rapport aux épreuves qui viennent de commencer aujourd'hui. Mais ici, nous aurons l'habitude de vous parler politique plus, ça c'est vrai. Et nous parlons également du gouvernement futur qui avait promis le chef de l'État
D'aucuns pensaient que Mme Sumino allait jeter l'éponge, mais d'après certaines indiscrétions, d'après plusieurs sources, eh bien, cette dernière va continuer, peut-être dans les jours à venir, encore la semaine prochaine, Dieu seul sait, parce que c'est vrai, c'est le chef de l'État qui va nous surprendre, ça c'est vrai, donc on aura un gouvernement, mais on parle déjà de Souminois 2. Donc il y aura Remaniema certainement, il y aura de nouvelles têtes qui viendront pour seconder Mme Suminois, mais vous le savez, au-delà de ça, l'insécurité sévit dans la partie Est, l'insécurité sévit ici à Kwamount, il y a des tractations et des négociations, il y a eu la signature de l'accord à Washington entre Kinshasa et Kigali, il y a eu également accord des principes entre délégation de Kinshasa et celle de M23 à Doha. Toutes ces questions seront évoquées dans cette émission où nous allons vous éclairer, nous allons vous donner bien sûr, passez-moi cette tautologie, il y a les éclairages par rapport à ça. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous un politique, un Congolais que vous connaissez. Eh bien, il s'agit du président Alain Bouloudjoa. Il est de l'opposition. Avec lui, nous allons prendre toutes les questions déjà évoquées. Il aura le temps, bien évidemment, de répondre aux questions, d'analyser, si vous voulez, les sujets. Et c'est comme ça que nous allons évoluer. Déjà, je m'en fais saluer mon invité, M. Alain Bouloudjoa. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes les présidents, les coordonnateurs de ce mouvement qu'on appelle le BAT, les Vonoué Bâtissons. Vous êtes un opposant. Merci d'être là et bon début de semaine à vous. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Alors, vous êtes parents, hein, vous et moi sommes parents. Aujourd'hui, les enfants présentent les examens, les épreuves, bien sûr, des examens d'État. Votre point de vue? Bon, au-delà d'être parent, je suis enseignant de formation. Ah, d'accord. Je fais l'Université pédagogique nationale, donc je suis un agrégé. Et donc, naturellement, je dois m'intéresser à la pédagogie. C'est vrai qu'aujourd'hui, les objectifs pédagogiques ou la finalité pédagogique n'est pas observée. Nous devons savoir qu'avant d'enclencher le processus enseignement-apprentissage, l'on se pose généralement une question principale. Quel type d'homme voulons-nous former? Pour ce faire, on vise dans la formation le savoir-vivre, le savoir-faire et le savoir-être. C'est ce qui justifie les trois dimensions pédagogiques. La dimension cognitive, la dimension affective et la dimension conative. Et je crois que mes enseignants, bien que le professeur Lungungu est décédé, nous a quittés il y a bien longtemps, c'est lui qui a insisté, et même le professeur Massamba, qui était le doyen, le recteur d'abord de l'université Kimbanguiste et de l'UPEN, ce sont eux qui nous ont dispensé ces cours à caractère psychopédagogique, ne peuvent pas me contredire. Aujourd'hui, je constate que l'école a perdu sa vocation. Parce qu'apparemment, ceux qui vous gèrent ont tendance à aller plus dans le sens d'un objectif ou de procéder en termes de la loi quantitative. Ils parlent plus en termes de nombre. Alors que la finalité pédagogique, c'est la qualité. C'est l'approche qualitative. C'est-à-dire qu'on doit insister sur la qualité. Généralement, quand les enfants vont à l'école, on parle en termes de statistiques. Le nombre d'enfants par classe, le nombre d'enfants à l'école, le nombre d'enfants qui passent leurs examens d'État. Mais peu sont ceux qui se posent la question sur la qualité de l'enseignement. Attention, nous sommes dans un environnement concurrentiel. Aujourd'hui, la compétence n'est pas seulement au niveau national. Il faudrait former des gens par rapport à ce qu'il y a comme demande en international. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'essentiel de postes stratégiques sont occupés par les étrangers. Justement parce que nous ne savons pas formaliser notre démarche en matière de la pédagogie.
Si vous allez aujourd'hui en Corée du Sud... C'est les systèmes éducatifs qui posent problème déjà? Non seulement que le système éducatif pose problème, mais les procédés aussi. Parce que dans le système, on voit tous les éléments qui interagissent. Exactement. Mais au-delà de ça, le procédé, la finalité, la fixation des objectifs pédagogiques pose problème. Aujourd'hui, nous constatons avec regret que la qualité est au rabais. C'est vrai qu'il y a des exceptions dans certaines écoles, c'est vrai, certains parents fournissent beaucoup d'efforts pour faire une forme de complément en éducation, mais ce qui est vrai, l'État est en train de faillir. C'est quoi un examen d'État? L'examen d'État, c'est une évaluation justement pour permettre à l'enfant de passer un niveau A vers le niveau B, supérieur. Et le niveau B, c'est l'université et l'institut supérieur. Or, en faisant cet examen d'État, l'État doit se rassurer des aptitudes de l'enfant ou de l'apprenant. Et pour quelle finalité? Pour lui permettre d'accéder à un niveau supérieur qui est l'institution d'enseignement supérieur ou universitaire. C'est là où on forme des chercheurs. C'est là où on forme des chercheurs. C'est-à-dire qu'un enfant qui a des lacunes, arrivé à l'université, l'université ne viendra pas corriger les imperfections. C'est-à-dire que l'éducation de la base, c'est ce qui est essentiel. C'est déjà à partir de la maternelle. Exactement. On apprend les b.a.-ba. Au niveau primaire, on apprend de certaines matières. Et d'ailleurs, si vous regardez les matières qui sont transmises au niveau de l'école primaire, c'est ce que nous étudions aussi à l'université. Mais à un niveau supérieur. Parce qu'on apprend les droits. Déjà à ce niveau-là. On apprend les mathématiques, on apprend la géographie, l'histoire, on apprend tout ce que nous apprenons, on apprend là-bas. Justement pour construire l'homme dans sa capacité d'analyser, dans sa capacité de percevoir les choses. Voilà pourquoi on utilise le procédé de la psychopéda. Attention, ceux qui ont tendance à négliger l'éducation sont en train d'hypothéquer notre avenir. Parce que ce sont ces enfants qui seront demain des médecins. Ce sont ces enfants qui seront demain des ingénieurs. Ce sont ces enfants qui seront demain des avocats. Je connais la peine d'un monsieur qui a été mal formé et qui a conduit à la mort mon enfant. Attention, on a tendance à négliger l'éducation. Ça a une incidence sur la qualité de vie et sur notre avenir. Attention! Arrêtons de faire du sensationnel, c'est un domaine très sensible. Parce que les pédagogues sont là pour modeler l'homme. Vaut mieux être ignorant qu'être mal formé. Attention. Alors, c'est très bien dit, hein. Vaut mieux être ignorant que mal formé. Pour le cas échéant, nous parlons de ce qui se passe en ce moment même, hein, l'épreuve des examens d'État avec les élèves. J'ai dit à l'entame qu'il y a certains parents, parce que nous avons organisé une émission chez nous à la radio, si on dirait qu'il y a eu des réactions où des parents se plaignent de la manière dont les enfants se sont présentés, surtout les jeunes filles. Bon, c'est vrai, il y a aussi des garçons, mais plus les jeunes filles, leur manière de se présenter sur le plan vestimentaire poserait ou encore pose problème. Si vous regardez même la coiffure, des cheveux teintés de couleurs jaune, orange, des couleurs qui frappent, donc c'est vraiment déplorable, alors que l'autre fois, ce n'était pas le cas. Alors, on va aller à l'essentiel, on va prendre d'autres questions, mais sinon, à ce niveau, pensez-vous que la responsabilité revient seulement à l'État ou les parents ont failli aussi quelque part? Bon, moi personnellement, je ne voudrais pas, parce que si nous allons dans cette approche-là de considérer la responsabilité des parents, on sera dans une approche microscopique. Nous sommes en train de parler des examens d'État. Vous savez, la différence qu'il y a entre examens d'État et les autres tests, c'est l'État qui organise cette fois-là. Exactement. Parce que quand on fait les interrogations, les examens, ce sont les écoles. Bien que les inspecteurs interviennent à un certain niveau. Mais ce qui est vrai, cette fois-là, c'est l'État qui organise. L'État organise TENASOP, l'État organise TENAFEP, en fait, TENAFEP et TENASOP. L'État organise les examens d'État. Ça, c'est ce que l'État organise. Mais pour le reste, ce sont les institutions qui organisent. Lorsqu'un enfant se présente devant son examinateur pour faire l'examen d'État, il y a une norme. Il y a une norme qui doit être édictée
Parce que l'enfant ne peut pas être mal habillé, d'autant plus que ça a une incidence même sur le processus d'enseignement-apprentissage. Vous ne pouvez pas être mal vêtu et être devant l'enseignant. Parce que généralement, les enseignants sont des modèles, ce sont des référentiels. Voilà pourquoi vous trouvez nos aïeux ou nos parents, quand ils allaient à l'école, ils enviaient, ils voulaient être comme l'enseignant. Ils devaient être des modèles. C'est vrai, à un certain moment, les enseignants portaient des culottes. Mais avec l'évolution, ils se mettaient en pantalon. Il doit toujours être élégant, propre. Mais aujourd'hui, on semble négliger cet aspect des choses. Qui sont les influenceurs de nos enfants? Ça, c'est notre question. Ça, c'est la télé. C'est la télé qui influe. Les enfants n'ont plus comme modèle les enseignants, parce que les enseignants eux-mêmes vivent dans la précarité. Ce sont les conséquences du dysfonctionnement du système d'enseignement. Ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus de références. Ils préfèrent s'habiller en Fali, en Kofi, parce qu'ils n'ont que comme modèle. Qui va accepter d'être comme un enseignant aujourd'hui? Les enseignants sont incapables même de s'acheter des cravates, de belles chemises. Ils vont toujours dans les friperies parce qu'ils ne sont pas capables d'acheter des chemises. Ça influe sur l'éducation. La qualité des bâtiments où on passe l'enseignement, ça influe. Le voisinage. L'essentiel de nos écoles sont entourés par des terrasses. Ça influe. Nos enfants ne dorment pas assez parce qu'ils passent plus le temps à la télé et il y a toujours des boucans qui viennent de voisins parce que toutes nos avenues sont entourées par des terrasses. Ça influe sur l'éducation. Mais à la fin, qu'allons-nous apporter à ces enfants? Parce qu'apparemment, moi, quand j'arrive à jauger les niveaux de l'éducation de notre pays... Donc, c'est l'avenir de la nation qui est en danger. En danger. Parce que les gens ne savent pas mesurer la portée. Vous savez, l'ignorance coûtera plus à la République que la connaissance. Exactement. Un peuple ignorant est plus dangereux et plus coûteux que les systèmes d'enseignement. Vaut mieux soutenir les enseignants, vaut mieux leur permettre d'avoir le moyen nécessaire pour former des hommes de qualité que de laisser les gens dans l'ignorance. Parce qu'un ignorant est une source d'insécurité. Ce qui est surprenant. Le fait seulement que l'essentiel de vos dirigeants ont de faux diplômes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont été fabriqués dans le bureautique. Ils se sont conçus, confectionnés de faux diplômes. Ils ne connaissent pas le rôle que doit jouer l'enseignant. Et la conséquence aujourd'hui, on est en train de banaliser les examens d'État. Et dans ce contexte-là, il y a la corruption. Les enfants ont appris à corrompre dès le bas âge. Ils vont corrompre. Il y a le système de suivi, le système de branchement. Ils ont des questions à l'avance. Oui. Ils sont préparés par rapport à ça. Ils appellent ça les fuites. Donc, à la fin, on aura des gens comme des automates qui ne seront pas des hommes de qualité. Et ce sont ces hommes de qualité qui seront appelés demain à nous prendre en charge le jour où nous serons dans les hôpitaux. Moi, je pense que nous devons nous ressaisir. Parce que si nous voulons une société de qualité, on doit avoir un système de valeurs qui doit orienter nos actions. Et je constate aujourd'hui, les examens d'État ne nous disent absolument rien. Il y a de ces enfants, il y a des déperditions scolaires, et on ne sait même pas orienter ces enfants. À la fin, ils peuvent avoir des pourcentages faramineux, mais à la fin, on va se rendre compte qu'on n'a pas donné la qualité. On va donner 74%, 65%. Mais si vous comparez celui qui avait 51% dans le temps, et aujourd'hui, vous allez vous rendre qu'il n'y a pas photo. Les niveaux et ça, c'est très dangereux. Merci pour ça en tout cas. Alors on va prendre une autre question. On va parler cette fois-ci politique. Nous étions dans la politique, oui, je vais dire, mais de l'enseignement. Dans la profondeur, voulais-je dire. Hein. Ah, voilà. On va parler de ce qu'avait promis le chef de l'État, qu'il y aura un nouveau gouvernement. Bon, il y aura un autre gouvernement. D'aucuns pensaient qu'on allait carrément changer le gouvernement, mais à nos jours, au regard des signaux qui sont devant nous, eh bien, on s'attend à Soumino à deux. Madame va continuer. Certainement, il y aura de nouvelles têtes. Au regard de la situation au pays, pensez-vous qu'on sera satisfait? Est-ce que ça va résoudre certaines choses et surtout l'insécurité qui sévit de la partie Est, et tout en rappelant qu'il y a déjà des accords. Hein. Il y a les accords qui sont signés
à Washington, à Doha, c'est en perspective. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je pense que les Congolais doivent apprendre à se poser de bonnes questions aux vrais problèmes. Ceux qui avaient l'intention ou ceux qui aspiraient de voir un nouveau gouvernement, il s'est basé sur quoi? Pourquoi espérait-il avoir un nouveau gouvernement? Est-ce parce que ils auraient appris qu'on aurait, l'opposition aurait négocié le poste, ou sinon parce qu'ils pensent que la dame n'a pas répondu à leurs attentes? Si nous arrivons à répondre à ces deux questions, on va se rendre compte que ils nous ont imposé à nous tous la médiocrité pendant plus d'une année. Chers amis, comment évalue-t-on la gouvernance d'un gouvernement, les actions d'un gouvernement, ou évalue-t-on la gouvernance dans un État? Il faudrait d'abord commencer, en ce qui concerne le gouvernement, d'avoir une idée sur la feuille de route. Quelle était la feuille de route de Mme Soumino? C'est après qu'on aura la possibilité de faire l'évaluation. C'est sur base de sa feuille de route. Elle avait 6 axes. 6 axes. Et dans ces 6 axes, ils se sont fixés des objectifs. Et sur ces objectifs, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont même pas atteint 10% de ce qu'eux-mêmes avaient fixé au départ. En réalité, un enfant qui a 10% échoue. Mais elle va être reconduite. Elle ne sera pas reconduite parce que... quoi, que Mme Soumino a échoué, mais elle sera reconduite. Elle est la première ministre la plus piètre que je n'ai jamais connue. Je ne sais pas si vous avez souvenance d'un premier ministre qui a fait pire qu'elle. Elle a souffert dans son incapacité à coordonner les actions gouvernementales. Il y a autant d'éléments qui démontrent à suffisance que le gouvernement n'était pas coordonné. Chaque ministre était un électron libre. Il posait des actions à sa guise, à sa volonté. Pour preuve, il y a certains d'entre eux qui ont été présentés devant le juge. C'est justement parce qu'il y a eu un problème de coordination. Mais quel est le rôle d'un Premier ministre ou d'une Première ministre? N'est-ce pas de coordonner? Elle n'a pas su coordonner. Le fait seulement qu'il n'y avait pas une bonne coordination, ça a eu une incidence, n'est-ce pas, sur les objectifs, la mise en œuvre de programmes ou de projets initiés par ces fameux gouvernements. Il y a eu un problème de chevauchement. Toutes les actions étaient redondantes parce que justement, chacun jouait sa partition à sa manière. C'est comme un orchestre où chaque instrument jouait et mettait un autre son. Il y avait des harmonies. Et la conséquence aujourd'hui, personne ne va accepter de voir cette dame être reconduite. Mais elle sera quand même reconduite. Voilà. Pas parce qu'elle a été compétente, mais parce qu'elle a été docile. Cela sous-entend que le fait seulement qu'elle va être reconduite, il y aura des frustrations au sein de sa famille politique. Parce que ceux qui ne voulaient pas d'elle auront un discours. Et nous qui vous avions dit en son temps que cette dame n'a pas été choisie pour être Premier ministre, mais pour faire de la figuration, vous nous donnez raison. Quel est son bilan en tant que Premier ministre? Quelles sont les actions qu'elle a pu mener ou qu'elle a pu faire? Parce que la Première ministre, elle ne fait pas, elle fait faire. Elle a promis de créer 6 millions d'emplois. La première année, elle en a créé combien? Pour espérer atteindre les 6 millions. Parce que si on fait de manière linéaire, on a pratiquement une moyenne de 1 200 000 emplois chaque année. Où en sommes-nous avec la création d'emplois? La question des infrastructures, la question des entreprises, à redynamiser les entreprises et ainsi de suite. Toutes ces questions-là n'ont pas été résolues. Mais la plus grande question, l'épineuse question, c'est la question liée à la défense. C'est là où je voulais en venir parce que tout est fait. Il ne faut pas peindre non plus tout en noir. Hein. Rien n'est fait. S'il faille parler défense, comme vous l'avez évoqué,
c'est sous Souminoua que nous avons eu accord Kinshasa-Kigali. Cher ami, Certes procédural, mais espérons que dans les jours à venir, on parlera paix. Cher ami, le jour où le Congo aura des hommes sérieux, cette dame, bien qu'elle n'a pas participé de manière directe, devait en réalité être arrêtée. Est-ce qu'elle aurait fait quoi, d'après vous? Ce que vous appelez accord, ce sont des actes de haute trahison. Peut-être aujourd'hui, les gens sont dans l'euphorie du pouvoir. Les gens n'arrivent pas à pénétrer le dit accord, n'arrivent pas à cerner les enjeux. Nous venons de mettre notre pays sous tutelle. Et les gens pensent que c'est un accord. Non, c'est un accord très dangereux. Ce que je voudrais nous dire aujourd'hui, il n'y a pas eu d'avancée sur le plan de défense. L'État n'a pas été en mesure de prendre en charge les opérations militaires. L'État avait les mains liées parce que nous avons signé des accords de cessez-le-feu qui n'avaient aucun sens. Et aujourd'hui, nous sentons que l'ennemi est en train de gagner de l'espace. Nous avons perdu autant de nos hommes qui étaient déployés, autant de civils. Les villes sont tombées. Et si nous sommes allés pour signer ces accords, parce que nous avons été défaillants, nous n'avons pas su gérer la question de la défense. Nous avons échoué sur le plan opérationnel. Voilà pourquoi nous sommes rabattus dans cette approche inutile et sociéticide. Nous avons signé des accords en position de faiblesse. Voilà pourquoi on nous fait aujourd'hui du chantage. C'est que sous-entend que aucun secteur de la vie n'a été amélioré. Aucun. Ni en dessert en eau, ni en dessert en électricité, ni la stabilité de prix, ni la stabilité de la monnaie. Rien n'a été fait. Les emplois n'ont pas été créés. Même ceux qui existaient n'ont pas été protégés. Vous oubliez que nous n'allons pas non plus rester sous nos lauriers. Hein. Pendant l'accord, l'État congolais va s'organiser pour reconfigurer ou réformer l'armée. Mais il faudra dire également que nous sommes un pays du monde. Donc parfois, on se soumet à certaines urgences. Je ne dis pas ici qu'on veut mettre à mal notre souveraineté, mais l'accord a été signé devant les États-Unis. La paix sera retrouvée sans doute. Et après, on va s'organiser pour s'imposer comme vous voulez. Fort malheureusement, en suivant, en analysant votre question, je me rends compte que nous sommes gérés par des complexés. Vous savez pourquoi vous faites... de quoi vous dites ça? Non, vous savez pourquoi vous insistez sur cet accord? Parce que ça aurait été signé devant les Américains. Ben, c'est une puissance. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, c'est la preuve du complexe, d'infériorité. Non, soyons sérieux. Quel est ce politicien sérieux qui peut penser que les Américains peuvent faire des choses en notre faveur? Quel est cet homme structuré, pondéré, qui peut penser que les Américains sont des enfants des cœurs? Non, les relations entre les nations, c'est plus les intérêts qui priment, ça c'est vrai. Alors, quels sont les intérêts, s'il vous plaît, quels sont les intérêts des Américains? Ça a commencé quand? Comment ont-ils agi pendant tous ces temps? Pensez-vous vraiment que les Américains n'ont jamais soutenu le Rwanda? Pendant que le Rwanda nous faisait la guerre ou nous fait la guerre? Pensez-vous vraiment qu'aujourd'hui, le Rwanda n'est plus en odeur de sainteté avec les Américains? Pensez-vous vraiment que si ce n'était pas le Rwanda, si c'était le Congo-Brazza, les Américains allaient nous imposer de signer un accord tel que nous l'avons fait avec le Rwanda? Soyons sérieux. Soumine a échoué. On nous fait signer des accords justement parce que nous avons des Congolais de mauvaise qualité. Si nous avons été bien représentés, on n'allait pas signer cet accord. Chers amis, il y a des questions pour lesquelles nous devons être intransigeants. Par exemple, la question liée à notre souveraineté. On ne va pas nous obliger d'intégrer le Rwanda dans notre chaîne de valeur. Nous ne sommes pas obligés de coopérer économiquement avec le Rwanda. On exploite chez nous. On transforme au Rwanda. On veut nous faire croire que pour que nous soyons en paix, nous devons partager nos dividendes ou nos ressources avec le Rwanda pour être en paix. Ah non. Voilà pourquoi j'ai dit la naïveté de ceux qui vous dirigent veulent vous prétendre. Et ils mettent plus l'accent sur la communication. Mais sur le texte, ce qu'ils disent n'est pas ce qui est écrit. C'est ça le comble.
Je peux vous démontrer que cet accord, c'est un torchon. Et d'ailleurs, ils souffrent déjà de son application. Ils avaient prévu commencer certaines actions 7 jours après la signature. Où en sommes-nous aujourd'hui? Bah oui, vous n'avez pas tort, mais du moins les délais de 90 à 120 jours, hein, on est encore dans le délai. Non, mais on est dans... Non, s'il vous plaît. Oui. Nous sommes dans la programmation. C'est toute une discipline en économie. Si vous avez le moment le plus tôt et que ce moment-là n'est pas respecté, naturellement, ça aura une incidence sur les restes. Nous avons perdu un mois pratiquement. Ils ont signé le 27 juin. Certaines actions devaient commencer déjà à partir du 4 juillet. Aujourd'hui, nous sommes au-delà du 27. Ce qui veut dire qu'il y a certaines actions qui ne seront pas mises en œuvre. Et pendant que nous parlons là, les opérations militaires continuent. Les assaillants sont en train de gagner de l'espace. Ressaisissez-vous. Vous êtes en train d'être berné parce que justement, l'essentiel du débat résidait sur la conservation du pouvoir de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'a pas défendu la nation, il n'a pas signé des accords pour protéger les intérêts et la dignité de la population congolaise. Il ne voyait que ses intérêts. Et ne soyez pas surpris, comme je vous l'avais dit, un jour ici, que Nanga revienne dans cette ville. Il sera accueilli en Chipoy. Parce que vous négociez en position de faiblesse. Toutes ces vies qui ont été fauchées sont perdues pour rien. Et ils n'ont même pas droit à la justice. Mais quand vous, de l'opposition, vous parlez de dialogue, d'après vous, comment ça se passe? Parce que mais pourquoi vous voulez me mêler? Les Congolais vont mais pourquoi voulez-vous me mettre ensemble avec tout le monde? Écoutez ce que moi je vous dis. Qui vous a parlé de dialogue? Moi. Entre une bombe franche de l'opposition. Alors, je fais partie de cette exception-là qui ne soutient pas. Ça, c'est clair. On va revenir un peu, parce que on parle sous mine, bien sûr, hein, du gouvernement prochain. Vous avez dit qu'elle a échoué, libre à vous. Mais si aujourd'hui on arrivait à joindre à cette dame des têtes importantes, des têtes de qualité, ne voyez-vous pas que la situation peut changer? Cher ami, vous savez, si nous étions dans l'armée, cette dame pouvait avoir le grade d'adjudant-chef. Parce que dans l'UDPS, elle n'était pas une figure de proue. Pour que vous ayez ces têtes-là, généralement ce sont les leaders de parti. Prenons l'hypothèse que Félix Tshisekedi, dans sa nature spécialisée en erreur, arrivait à nommer un monsieur comme Adolphe Mouzitou ministre du budget. Pensez-vous que M. Mouzitou va faire allégeance à ces dames qui, du reste, n'a pas la maîtrise ni de l'économie, ni de quoi que ce soit? Supposons qu'aujourd'hui, on laissait Bemba au transport. Supposons qu'aujourd'hui, on arrivait à avoir Délice et Sang en justice. Supposons qu'aujourd'hui, on donnait par exemple l'économie à Fayoulou. Parce que ce sont là vos leaders à vous, de l'opposition. Pensez-vous vraiment que cette dame arrivera à coordonner? Parce qu'elle a coordonné qui? Le Constant Moutamba. Elle a été incapable. Le problème n'est pas seulement en termes de qualité. Parce que si vous donnez à un piètre arbitre, entraîneur de bons joueurs, ne pensez pas que c'est lui qui va faire le système de jeu. Et pourtant, c'est lui qui doit être le coach. L'individualité aussi compte. C'est elle qui devait être le maestro. C'est elle qui devait donner le ton. Elle ne se connaît pas en musique. Elle ne sait jouer aucun instrument. Naturellement, il y aura de la cacophonie. C'est ce que nous avons vécu pendant plus d'une année. Mais elle a été reconduite tout de même. Parce que justement, elle aussi, elle a été mal choisie. On ne l'a pas choisie parce qu'elle avait des aptitudes. Non. On l'a choisie parce qu'elle avait des relations avec la famille Tshisekedi. C'est-à-dire qu'elle est maintenue là, pas parce qu'elle est compétente, mais elle est maintenue là parce qu'elle est de la famille. On la protège parce qu'elle protège les intérêts du chef. Je vous l'avais toujours dit, Félix Tshisekedi n'a pas besoin d'un bon Premier ministre. Félix Tshisekedi a besoin de quelqu'un qui fera de la figuration. Un yes man. Je ne sais pas si au féminin on parlera de quoi. C'est-à-dire quelqu'un qu'on peut manipuler. Yes woman, vous voulez dire?
Donc, devant ce contexte-là, n'espérez rien. Parce qu'il y a un gouvernement au niveau de la présidence. Le directeur de cabinet de M. Félix Sekedi, c'est aussi un premier ministre. Il agit aussi. Il pose des actes avec ses conseillers. Il gère des projets. Il décide qui doit être où et ainsi de suite. Et ce qui est surprenant, le contrepoids de leur pouvoir devait être leur parti politique, où on devait trouver des cellules de réflexion, des gens qui réfléchissent. Ils sont encore dans la rue. Non, dites-moi, qui va orienter les actions? Il n'y en a pas. Donc, le fait seulement qu'il y a déjà un problème de choix. Félix Sekedi, un mauvais choix. Soumino, Maman Soumino, un mauvais choix. Liaou de l'administration, mauvais choix. Jean-Pierre Bemba, mauvais. Bref, il n'y a que de mauvais choix. Et ce cumul-là de mauvais choix, c'est ce qui justifie les résultats que vous avez aujourd'hui. Le système de transport désarticulé. Aucune entreprise redressée. Aucune. Défense, on donne à un infirmier. Aucune action d'envergure n'a été menée. Aménagement du territoire, rien du tout. Vous allez au niveau de finances, l'opacité, le budget, rien n'est programmé à l'avance. Quel est le secteur qui marche dans ces pays? Non. Les gens que vous avez déjà ne sont pas des hommes de qualité. Si vous voulez les changements, il faudrait commencer d'abord à enlever le commandant en chef. C'est Félix Sekedi qui est problème. Parce que si Félix Sekedi avait le souci de servir la nation, il allait insister sur la qualité de la première ministre ou du premier ministre. Parce que le premier ministre doit une sorte d'un mécanisme de compensation des insuffisances du président. Fort malheureusement, tous sont faibles. Parce qu'ils n'ont pas la volonté de servir la République. On n'a que des scandales, que des détournements. On n'a que des complaisances dans les choix, la désignation, les nominations. Mais nous avons comme l'impression que, bon, quand on dit l'opposition, dans tout son ensemble, eh bien que vous voulez faire un peu la différence d'après vous, hein, vous voulez s'écarter des autres. Je ne m'écarte pas, je suis différent. Les opposants, vous n'avez peut-être pas l'habitude ou encore la culture de proposition, excepté certains, hein, sans pour autant citer. Vous condamnez, mais pour ne pas proposer. Ah bon? Vous condamnez pour ne pas donner des pistes et des solutions. Ah bon? Alors que les pays sombrent davantage. L'insécurité bat son plein. La pauvreté, c'est au vu au-dessus de tous. Vous condamnez, au finalité, c'est pour faire quoi? Mais quand j'ai condamné, quand j'ai critiqué, j'ai eu à utiliser des référentiels. Si vous ne savez, pourquoi ne pas orienter? Non, mais attendez. Si vous ne savez, dans tel secteur, vous n'avez pas pu faire ça, eh bien, vous auriez dû faire ça, par exemple. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait ici. Je l'ai fait. Lorsque nous critiquons, nous confrontons les faits et au référentiel. Cher ami, si on désigne une femme parce qu'elle a des acquaintances, elle a des liens avec la famille, sans tenir compte des aptitudes, cela veut dire quoi? Si vous avez choisi un bon premier ministre ou une bonne première ministre, vous aurez certainement des résultats. Je l'ai dit. Mais même pour avoir cette intelligence de comprendre que dans nos critiques, il y a des propositions, vous êtes incapable. Comment peut-on critiquer sans avoir des référentiels? Je vous ai démontré ici qu'il y a un problème de désignation, il y a un problème de choix. Je vous ai dit ici le détournement est à la base du dysfonctionnement. Je vous ai dit qu'il y a un problème de choix contradictoires justement parce qu'il y a des chevauchements dans les actions. Vous pensez que dans tout ce que j'ai dit, il n'y a pas de proposition? Rien n'est défini jusqu'ici. Oh. Mais on regarde ce qui se passe, elle sera reconduite. Quand viendra-t-il? Non, mais le peuple a fait son choix. Le peuple a fait le choix de continuer à rester dans la misère, dans la pauvreté, dans l'incertitude. Elle est incapable de présider. C'est le choix du peuple? Non, le peuple a fait le choix de cautionner ça. Le peuple pouvait aussi se décider de chasser tout le monde. Parce que le peuple reste souverain. Dans votre approche, vous voulez que on commence à prendre nos papiers et nos stylos, on écrit « Excellence », moi je ne vais pas l'appeler « Excellence », c'est juste un exemple. « Excellence, Madame la Première ministre », tout ça.
On écrit, voilà pour telle action, nous proposons que vous fassiez ça, 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 ça. Vous savez combien on lui donne pour faire fonctionner la primature? Mais elle a des conseillers. Elle a l'administration publique. C'est elle qui gère tous les ministères. Tous les secrétariats généraux dépendent de la primature. Tous les secrétariats généraux. Toutes les universités et les enseignants dépendent de la primature. Si vous avez déjà tout le personnel de l'État, vous êtes incapable de déceler vos propres faiblesses. Pensez-vous que si Alain Bolja faisait une proposition écrite, ça va résoudre votre problème? Non, vous êtes incapable d'être là. Et si vous avez été désigné par complaisance, la solution est la meilleure, c'est de vous extirper. Pourquoi vous ne dites pas, quand nous critiquons le match, vous ne dites pas, non, il fallait faire des propositions à l'entraîneur? Pourquoi on doit faire des propositions à la personne qui a plus de moyens? Elle gère combien par jour? Plus de 500 000 $ par jour qu'elle gère pour son fonctionnement. Elle a la possibilité d'avoir des consultants. Elle a la possibilité de consulter des professeurs, des universités, la possibilité de consulter l'administration publique, les services, l'ANEL, ex-DEMIAP. Elle a la capacité de tout faire. Mais le fait seulement qu'elle n'a pas des aptitudes... Aussi de vous consulter, vous. Non, mais si on me consulte... On peut vous nommer aujourd'hui ministre. C'est aussi une sorte, une forme de consultation d'où vous allez travailler. Voilà pourquoi j'ai dit... À l'intérêt de la nation. Voilà pourquoi j'ai dit, avec cette approche, le pays ne sera jamais développé. Non, j'ai posé une question. Non, mais je ne peux pas rester... Je peux pas rester dans l'opposition. Non, je ne peux pas rester dans l'opposition. Elle peut vous consulter, vous. Ce qui veut dire que toutes les voix discordantes doivent être achetées. Ça, c'est vous qui le dites, pas moi. Ah, mais apparemment... je peux rester dans l'opposition parce que je constitue le contrepoids. Vous voulez que tout le monde réfléchisse de la même manière. Vous voulez que tout le monde réfléchisse de la même manière. Que je passe à la télévision pour dire « Maman Soumina, vous êtes jolie, vous êtes... » Non, ce n'est pas ça mon rôle. Moi, je constitue le contrepoids du pouvoir. Supportez-moi tel que je suis. Ne cherchez pas à faire de moi un perroquet qui viendra dire « Maman Soumina, non. » Moi, je viens justement pour vous dire... Vous n'avez pas le prérequis pour être Premier ministre. Je vous l'ai dit. C'est une manière aussi d'aider la République. Sans nécessairement vous aider. Elle est piètre. Elle ne sait même pas coordonner les actions. Je doute même qu'elle a la capacité de présider le Conseil des ministres. Je doute fort. Non, elle est Premier ministre, vous aussi. Elle en a présidé comme... Non, peut-être... Non, mais attendez. Ne confondez pas la fonction et les aptitudes. Vous pouvez être journaliste sans nécessairement avoir des aptitudes de bon journaliste. Vous pouvez être ministre sans nécessairement avoir des aptitudes de bon ministre. Tout à fait. Elle est piètre. Mais elle est reconduite justement parce qu'elle est de la famille. Parce qu'elle a des relations avec la famille. C'est la famille qui décide. Non, elle doit rester là, elle protège nos intérêts. Elle est reconduite sûrement ou certainement par rapport aux actions menées par ces dernières. Mais sinon, vous comme quoi? Comme quelle action? Avec l'accord de Washington, vous avez dit d'après vous que nous sommes allés là-bas à genoux et qu'on n'a pas pu s'imposer. Mais il y a également des tractations au niveau des droits entre la délégation de Kinshasa et celle de M23. En passant, vous avez illustré Nanga. Je me suis dit, du coup, vous avez mis des inquiétudes, qu'un jour on peut retrouver Nanga ici à Kinshasa, mais alors qu'il y a des échanges, ce qui dit, quand on négocie, il y a toujours des concessions. Exact. Que pensez-vous de l'accord des échanges de droits? C'est un acte de violation de notre dignité. Le jour où des hommes sérieux accéderont au pouvoir, Félix Tshisekedi sera certainement jugé et condamné. Vous êtes en train de négocier avec Nanga. Commençons d'abord par M. Félix Tshisekedi. Lui qui nous avait dit qu'il ne va jamais négocier. Il avait dit négocier avec Nanga serait franchir la ligne rouge. Quelle est la conséquence lorsqu'on franchit la ligne rouge? C'est un acte de haute trahison. Les choses évoluent. Hein. Non, mais effectivement, le fait seulement que les choses évoluent pour lui, alors que les choses n'évoluent pas pour la population, parce qu'il disait que Nanga a fait tuer ou a tué des Congolais, donc on ne pouvait pas négocier avec lui. Aujourd'hui, il négocie avec Nanga. Et ils font des concessions. Et dans ces concessions, on exige à M. Félix Tshisekedi de faire sortir 700 personnes qui seraient détenues ici. 700. Parmi les 700, il y a même de ceux qui ont été jugés et condamnés.
pour haute trahison et d'autres actions. Cela sous-entend quoi en réalité? Cela sous-entend que Nanga ne sera jamais poursuivi tant que Félix Tshisekedi sera au pouvoir. C'est clair. Il y aura des lois d'amnistie dans ces pays. On va libérer tous les détenus, tous les prisonniers, tous ceux qui ont été arrêtés pendant les opérations. Ils seront tous libérés. Même ceux qui ont été jugés, ils les seront. Alors, quid alors de victimes? Parce qu'il y a des victimes dans ces pays. Il y a des vies qui ont été fauchées dans ces pays. Il y a des gens qui ont tout perdu dans ces pays. Ces gens-là n'ont pas droit à la justice. Et dans leur signature, dans le premier accord de Washington, ils vont nous imposer des réfugiés que nous ne maîtrisons pas l'identité et la nationalité. Ils viendront ici chez nous. Et ces gens-là, pour la plupart, sont des Rwandais. Ils viendront chez nous. Ils vont intégrer les membres de AFC M23 dans nos institutions, même au sein de l'armée et de nos services. Alors, pourquoi nous sommes-nous battus? Si nous savions qu'on allait avoir le même résultat, pourquoi n'avoir pas négocié bien avant, pendant qu'ils étaient encore M23? Parce que pendant qu'ils étaient encore M23, Kamer avait demandé à ce qu'il y ait dialogue. Félix Tshisekedi et ces gens l'ont refusé. Il a été insulté, menacé même de mort. Et aujourd'hui, nous voyons le même personne soutenir ces fameux dialogues. Non, chers amis, soyons sérieux. Vous avez besoin de la paix. Il n'y aura pas de paix sans justice. Si vous voulez que nous soyons en paix, on doit rendre justice à tous ceux qui sont victimes dans ces pays. Parce que dès lors qu'on va continuer à accorder le chèque en blanc à des assassins, à des criminels, à des détourneurs, on est mal barré. Il n'y aura jamais de paix dans l'injustice. Voilà. Il est impossible de voir la paix sans la justice. Vous avez peut-être raison, oui, ça c'est vrai. Mais ça vient avec le temps, hein. Ce n'est pas dans l'immédiat. Sur ce, je voulais évoquer le point de la guerre des 6 jours de Kisangani. Oui. Aujourd'hui, l'Ouganda arrive à réparer, oui. Mais du moins, le fait date de longtemps. Non, l'Ouganda arrive 26 jours après. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit... C'est à titre d'exemple pour vous. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, nous devons quitter ce stade des analyses approximatives au niveau de l'État. Thomas Lubangayo, il s'est vissé dans la Grande Orientale. Il a été jugé par la CPI. Il a été condamné. Il a été nommé à la présidence. Aujourd'hui, il a récidivé. Il a un groupe armé. Chef rebelle encore. Chef rebelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas été disgracié. Pourquoi a-t-il été nommé à la présidence? C'est lui qui a occasionné la mort de plus de milliers de Congolais. Pourquoi a-t-il été promu jusqu'à arriver à la task force, à la présidence de la République? Jean-Pierre Bemba a tué des gens dans ce pays. Moussa Nyamoussa a fait la même chose. Mais ils sont là. Ça devient un fertilisant. C'est-à-dire que tous les jeunes... en place, d'après vous, une loi. Cette loi existe. Cette loi existe. Si ce n'est pas la loi légale, la loi morale, ça existe. Nous parlons ici de la loi légale. Si ce n'est pas la loi légale, c'est la loi morale, ça existe. Ces lois-là existent. Ceux qui prennent des armes contre leurs propres frères doivent être disgraciés. Ceux qui détournent le fonds destiné à l'armée doivent être disgraciés. Il faudrait qu'on établisse les lignes à ne pas franchir. Ces lois-là existent. Le fait seulement à chaque fois, vous négociez avec les criminels, les bandits, les voyous, vous sémez dans le cœur de nos jeunes l'idée de prendre aussi les armes. Parce que tout le monde saura que chaque fois que vous prenez les armes, à la fin, vous allez négocier, vous allez réintégrer les structures de l'État. Il y a des militants de l'UDPS qui attendent des postes. Ils n'en auront jamais. Mais Nanga, le fait d'avoir pris les armes, il va revenir ici. Alors, si un autre jeune prenait les armes, il va se dire, certainement qu'à la fin, on va négocier. Moi, mon souci, ce sont les victimes. Il y a eu plus de 30 000 personnes tuées. La semaine qui vient de s'achever, on a tué des gens à Mambasa. L'Ouganda est là. Mais l'Ouganda n'a pas agi, n'a pas réagi. L'Ouganda est là. Le même pays qui a occasionné la mort du 5 au 10 juin
je pense 10 juin, l'an 2000, à Kisangani. On l'amène comme un partenaire. Mais allez voir ce qui s'est fait. L'Ouganda est en train de coopérer avec l'AFC M23. L'Ouganda est en train de coopérer avec les groupes armés contre nous. Non, l'Ouganda est l'alliance avec nous. Il y a une mutualisation de forces entre l'armée. Cher ami, je suis tellement sérieux que quand je parle, s'il vous plaît, attention à ce que vous dites. Mais non, ne remettez pas en cause cette collaboration. N'est-ce pas qu'ils ont ouvert les frontières avec Bunagala? C'est ce que nous déplorons d'ailleurs. Alors, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je vous dis. L'Ouganda est en train de coopérer avec AFC M23. C'est ce que je vous dis. Ils font des échanges. Parmi les échanges, il y a même les munitions qui sont achetées à ce niveau-là. Mais l'ambassadeur a été convoqué ici au pays. Il avait. Ça, c'est de la comédie. Ça, c'est de la comédie. C'est pas authentique cette information. Ça, c'est faux. Ça, c'est de la comédie. Quel ambassadeur? Les pays qui ont tué des Congolais, vous les appelez les ambassadeurs? Il fallait qu'on ferme cette ambassade-là. Incapable. Incapable. Justement parce que vous êtes dirigé par des hommes de mauvaise qualité. Le jour où l'État congolais aura de bons dirigeants, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous tentez de mystifier là, ce sont des choses simples. Vous tuez un Congolais, je tue chez vous. C'est simple, non? Est-ce que nous avons des dirigeants de mauvaise qualité ou bien c'est la réalité qui pose problème sur le terrain? Effectivement, cette réalité-là est tributaire à la qualité des hommes qui vous représentent. D'abord, s'il vous plaît, le mal est tellement profond que... Ah, bien sûr. On suppose aujourd'hui Alain Bolodjoa, président de la République. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, je ne vais pas négocier avec les groupes armés. Je vais doter à mon armée le moyen nécessaire pour faire mener les opérations. Je ne vais pas signer des accords, des cessez-le-feu qui touchent à l'intégrité de mon territoire. L'armée ne se construit pas en un jour, ça vous le savez. Non, mais l'armée est là. Vous pensez que vous allez inventer quoi? L'armée est là. L'armée a un problème de dotation, l'armée a un problème de gestion des carrières. Sur le plan de forme, oui, mais le fond peut-être... Non, ça c'est ce qu'on veut vous faire croire. L'armée est là. Vous pensez l'armée c'est quoi? Ce sont des hommes avec la volonté de se battre pour le pays. C'est ça l'armée? Ne me dites pas que ceux qui sont envoyés là n'ont pas le souci de défendre leur pays. Mais ils sont trahis par le commandant suprême qui est défaillant. C'est lui qui prend des décisions à temps et à contre-temps. C'est lui qui est le responsable. Vous et moi avions vu ici au Congo un officier de l'armée avaler une cime, c'était à l'Est. Oui. N'est-ce pas la trahison sévie dans le chef de notre armée? Non, mais attention, ça c'est vous. Ça c'est votre analyse. Qui vous dit que l'acte qu'il aurait posé était contre la République? Peut-être qu'il sait que vous n'allez pas comprendre ce qu'il a fait. Vous avez une idée sur les renseignements. Je vais vous envoyer la documentation. Dans un pays sérieux, dans un pays en guerre comme le nôtre, nos officiers doivent être en contact avec le groupe armé. Ils doivent avoir d'autres agents doubles là-bas. Ils doivent être en contact avec eux pour savoir ce qu'ils veulent, ils envisagent de faire. Ils le font chez nous. Ici, il y a des gens qui fournissent des informations là-bas. Nous devons en avoir aussi. Vous pensez que... Non, l'armée a plusieurs départements, non? Il y a les opérations, il y a les renseignements, il y a l'administration, il y a la logistique. Ce sont les 4 départements de l'armée. Les renseignements font quoi? Comment arrivent-ils à avoir des renseignements? Parce qu'ils ont de dopes là-bas. Ils doivent avoir des gens là-bas. Ils doivent toujours être en contact. Mon général, on va vous attaquer lundi à tel lieu. On a tel élément. Il doit en avoir. Vous vous interdisez aux gens d'avoir des contacts de l'autre côté. Il y a un autre pour la guerre, quoi. Ça, c'est vos analyses, hein? La réalité. Papa, les États-Unis ont des informateurs partout. C'est ça les renseignements. Vous ne pouvez pas demander à un général qui met les opérations de ne pas être en contact avec les autres de l'autre camp. Il doit toujours être en contact. Voilà pourquoi vous trouvez, deux fois, quand les renseignements fonctionnent normalement, on gagne souvent des guerres. Pourquoi avons-nous gagné les M23? Parce qu'à l'époque, le général qui était chargé des renseignements, j'ai oublié, c'est lui qu'on a tué ici.
C'est lui qui était. En fait, vous parlez de. C'est lui qui en a tué ici. Non, c'est lui qui était assassiné. En fait, Bon, mais c'est ce que j'ai dit. C'est par lui son qui a... garde du corps. Bon, bref, c'était. Non, quel garde du corps? Il y a les enquêtes, sinon c'est lui qui a été tué ici. Vous parlez de. Ah, son nom m'a échappé, il était un peu court de taille comme ça. Oui. Il fonctionnait comment? Il avait des entrées partout. Dans les services de renseignement du Rwanda, dans le M23, il travaillait avec tous ceux qui sont dans ces réseaux-là. C'est comme ça qu'il avait des renseignements. C'est ce qui a permis... Kaimbi. Effectivement, Kaimbi. C'est ce qui a servi à Mamadou Ndala qui était dans les opérations de Gagné. Merci d'être venu. Il faut avoir les initiés. Voyez-vous? Si vous voulez avoir de bons dirigeants, il faut avoir des initiés. Pas des incultes. Vous risquez d'arrêter quelqu'un qui fait très bien son travail, vous l'arrêtez parce que vous soupçonnez. Non, il faut toujours être en contact avec les ennemis. Toujours. Toujours. On va se dire au revoir. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le président de BAT, les Vanoué et Bâtissons. Vous êtes de l'opposition, Alain Bouloudjoa. Dernier mot, et c'est par là qu'on va se quitter. En rapport avec ce qui se passe au pays, hein, bien sûr, l'insécurité. Tout en invitant. Les gouvernements prochains nous attendons. Non, on n'en a même pas besoin. Notre misère, ça va certainement s'empirer. Non, ça viendra pour... Mais ils viennent justement pour se préparer à dialoguer avec le groupe armé et les autres opposants qui vont refuser d'y accéder. Ça c'est un gouvernement takeaway. Qui ne fera même pas long feu. C'est un gouvernement, c'est comme Badi Banga. Il fera soit une année, soit 6 mois, et après le vrai gouvernement, Tibala viendra. Il y aura un autre dialogue en dehors de ces gouvernements-là. Il y aura un autre gouvernement. Là, vous allez prendre part, vous? Si on arrêtait Félix Tshisekedi, je viendrais prendre part. Ça, c'est Faïlo, pas moi. Il vous a dit ça? Si. Faïlo? Oui, il a dit ça à la télé. Non, il n'avait pas dit ça. Si, il a dit ça. Je l'avais suivi. Oui, vous l'avez mal suivi, oui. Non, je l'avais très bien suivi. Il a dit ça. C'était une question qui lui a été posée. Et effectivement, c'est ce que j'ai dit. Il a répondu pour dire que si c'est... Ah, c'est ce que j'ai dit. Laissez-moi finir. S'il y aura dialogue. Mais c'est ce que moi j'ai dit. Et qu'il y a des résolutions qui sont tirées de ces derniers, qui poussent ou qui exigent à ce qu'il soit Premier ministre pour sauver la nation. Mais en quoi c'est différent de ce que j'ai dit? Non, vous avez dit... S'il y a dialogue... Vous avez dit qu'il attendait d'être nommé Premier ministre. C'est ce que j'ai dit. J'ai comme l'impression. Merci Bouloudjoa d'être venu. On va vous retrouver prochainement à partir des mises. Hein. Merci à vous. On doit vraiment... c'est vrai que la situation, elle est dramatique. Mais sûr, aujourd'hui par exemple, il va falloir le travail avec Tshisekedi. En quoi c'est mauvais? Pour l'intérêt du pays, bien sûr. Non, mais tout le monde a été en droit de travailler avec des incompétents et des traîtres. Mais moi, je pense que ça ne sera pas pour l'intérêt de la nation. Vous savez que Félix Tshisekedi, c'est un incompétent. Réfléchissons à haute voix. Non, c'est ce que j'ai fait. Soumis-nous Première ministre. Elle continue, peut-être si elle sera conduite. Oui, elle est incompétente, mais à l'aise. Soumis-nous Premier ministre, on voit Fayoulou, on voit Mouzitou au milieu de Soumis-nous. Non, Mouzitou, je peux comprendre. Mouzitou, je peux comprendre parce que c'est lui-même qui a fait la demande. Mais Fayoulou. Mais vous avez dit aussi que Fayoulou a fait la demande ici, non? Non. Moi, j'ai posé une question. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. À supposer que soumis à Premier ministre, il y a Fayoulou, il y a Mouzitou. N'est-ce pas, on aura des résultats? Quels résultats? Pour sauver la patrie, non? Non, mais on aura peut-être à renforcer la communication à la télé, à la radio, parce qu'en ce moment-là, Prince Epeng va passer dans toutes les chaînes pour justifier le pourquoi ils sont là. Mais après, il y aura quoi? Rien du tout. Chers amis, soyons sérieux. Si vous ne savez même pas accoupler deux espèces, ne cherchez pas à avoir la reproduction. C'est ce qu'il y a. Notre pays a un problème. Nous avons les Congolais de mauvaise qualité qui ont vendu leurs âmes auprès d'un monsieur incompétent. Tout celui qui va les rejoindre va déstabiliser de notre côté. Moi, je ne veux pas travailler avec un monsieur comme Tshisekedi. Ils sont en sérieux. Qu'est-ce que tu as hérité des bons dans ces pays? Les mal étaient profonds, je vous ai dit. Non, mais il a hérité un pays stable. Avec toutes les institutions. De façade, oui. Hein. Il a hérité un pays stable. Reconnaissez ça. La stabilité à quel niveau? Il y avait guerre les groupes armés opérés. Mais ça continue, non? Il en a trouvé 120. Et en quoi non, mais sur base de quoi vous parlez de stabilité? 120 groupes armés qui n'étaient pas structurés. Mais aujourd'hui, il y a M23 qui est structuré, il y a Codeco qui s'est structuré, il y a Zaïre, il y a les autres groupements qui se sont structurés. Mais lui n'avait pas trouvé ça.
Félix Tshisekedi, s'il vous plaît, Félix Tshisekedi a trouvé les résultats de la réforme du code minier. Aujourd'hui, les caisses de l'État sont renflouées grâce à cette réforme-là. Lui, il a géré 50 milliards en 5 ans. Quel est l'autre président qui a fait ça? Il en a détourné combien? Bon, pas lui, son équipe, son système. Il nous est difficile de retracer 5 milliards 400 millions de dollars en 5 ans. 5 milliards 400 millions. Mobutu qui avait des budgets de 200 millions, de 300 millions. Il a fait des réalisations ici. Autre temps, autre mœurs. Merci d'être venu, Bolojo. Voilà. C'est la fin de l'émission. Le fait seulement que vous l'avez dit, je comprends qu'il y a des dépravations de mœurs. Et voilà pourquoi le pays est en train de tourner en rond. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Vous l'avez dit. Non, ce n'est pas forcément ce qu'on a dit. Vous l'avez dit autre temps. C'était une manière pour moi de vous dire que l'économie de Mobutu n'est pas celle d'aujourd'hui. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, c'est sans le mœurs. C'est sans le mœurs. Autre temps, autre mœurs. Il y a des dépravation de mœurs. Voilà pourquoi il y a ce que nous avons. Et si on vous disait que demain ou après-demain, Nicolas Kada serait nommé, vous avez dit quoi? La justice n'a jamais condamné Kazadi. Et vous pensez qu'il n'y a que la justice qui peut interdire quelqu'un d'accéder à certains postes? Vous avez les éléments qui attestent que Kazadi avait détourné. Vous, Bolojo, vous en avez? Moi, j'en ai. Moi, j'en ai. Lui-même l'a dit. Vous auriez dû amener ça devant les juges. Non, mais j'étais devant le magistrat. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Moi, j'ai des vidéos où lui-même vous disait clairement qu'il a payé 2 fois un seul projet. Moi, j'en ai. Merci. Personne ne m'a posé cette question. On se quitte. Merci beaucoup. Et pourtant, moi, j'ai des vidéos. La télé, c'est le temps, vous savez. Ah, voilà. Partir et miser, on peut vous retrouver prochainement. Non, il n'y a pas de problème. Bien que vous fuyez les débats ces derniers temps, pourquoi? Oui, parce que je n'ai pas envie, en fait. Si vous voulez que je fasse un débat, appelez Félix Tshisekedi. Ah, au moins. Un peu de retenue, cher Bolojo. Lui, il ne peut pas faire un débat avec moi. Non. Et pourquoi pas? On se retrouve demain, ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Presse Télévision, abonnez-vous à la TVS 1. Merci à la Bolojo d'être de notre ce matin. C'est à moi de vous remercier. Comme j'ai dit, je me répète, partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Il n'y a pas de problème, je suis. Merci à Profil. Bien que vous avez peur de faire. Merci à Tonton Ebongo, merci à Sabin, merci à Guillaume Zinga.